12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Le spectacle vivant est à l'honneur ce midi dans notre table critique. Direction l'Opéra Garnier d'abord, avec jusque la fin de l'année ces soirées en hommage au chorégraphe tchèque Jiří Kylián qui vient enrichir le répertoire du ballet de l'Opéra de Paris de 3 nouvelles pièces. Et puis nous irons au théâtre de l'Atelier pour une journée particulière, pièce adaptée du film d'Ettore Scola avec Laetitia Casta et Roche Dizem. Et comme on approche des fêtes, nos chroniqueuses sont là et ont donc une carte blanche chacune. Elles nous donneront leur coup de cœur en fin d'émission. Et ce sont vous, nos deux chroniqueuses. Bonjour Marie Sorbier. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de I.O. et productrice de la chronique Le Grand Tour sur France Culture tous les jours à 19h50. Et bonjour à vous, Anna Sigalevitch. Bonjour Géraldine, bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste et autrice. Bienvenue à toutes les deux dans les Midis de Culture. Et nous commençons donc avec ces soirées consacrées au chorégraphe tchèque Jiří Kylián. C'est à l'Opéra Garnier jusqu'au 31 décembre. Quatre courts ballets du chorégraphe tchèque se succèdent donc durant cette soirée sur la scène de l'Opéra Garnier. Trois d'entre eux font aussi leur entrée au répertoire du ballet de l'Opéra de Paris. Mozart, Beethoven, John Cage ou encore Anton Webern. Le répertoire musical est aussi varié que les pièces qui nous sont présentées. Et c'est cette diversité qu'a choisi de proposer Aurélie Dupont, ancienne directrice de la danse, avec ses ballets créés en 1986, 91 et 2008. Marie Sorbier, avez-vous vu et avez-vous été touché par la singularité de ce choix ? Énormément. Moi, j'ai passé vraiment une soirée particulière, sans jeu de mots à venir, mais voilà, une soirée particulière dans le sens où je vais m'en souvenir parce que c'est un programme qui m'a procuré énormément d'émotions. Alors, c'est pas si courant dans les spectacles contemporains, et là, je trouve que Jiří Kylián, c'est un grand chorégraphe de l'émotion, parce que chaque geste que l'on voit faire sur scène par ses danseurs sonne juste. On a l'impression qu'il travaille sur la vérité du geste. Alors, dit comme ça, c'est un peu, on a l'impression que c'est des mots qu'on pourrait appliquer à plein d'autres, à tout le monde, mais en fait, je vous assure que quand on le voit et quand on le vit, il y a quelque chose de très proche d'une vérité du moment et qui touche en fait mais directement le public, qu'il soit d'ailleurs connaisseur ou pas de danse contemporaine, je pense qu'il faut le dire, ou de danse classique. Il y a quelque chose qui est très accessible immédiatement. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, alors je vais peut-être pas parler des 4 pièces, alors j'en ai choisi une. La première, God and Dogs, c'est une pièce de 2008. Tout commence avec une servante, vous savez, cette petite lumière que l'on laisse sur les plateaux de théâtre pour éviter l'obscurité. Et puis le plateau s'ouvre, et je trouve que ce symbole, il est magnifique parce que c'est une pièce sur les apparitions et les disparitions. Et là, j'étais vraiment comme une enfant à me laisser complètement envahir par, je vois un corps, je ne le vois plus, il est derrière ce rideau de lumière perlée qui est quand même magnifique, et puis il apparaît, et il y a ces danseurs qui sont à la fois des statuaires grecs et en même temps avec des mouvements extrêmement fluide et extrêmement précis, et cet ensemble d'éléments sur du Beethoven, je crois que c'est la première pièce, m'a procuré mais vraiment énormément d'émotions et de plaisir de spectateur. Je trouve que c'est un programme qui procure beaucoup de plaisir, et c'est peut-être dû aussi d'ailleurs à l'assemblage des 4 pièces, parce que l'ordre n'est pas anodin. Je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi cet ordre-là. Vous l'avez dit, c'est des pièces assez courtes, on est entre 15 et 25 minutes chacune, avec des entr'actes entre, et comme c'est des pièces émotionnelles et sensorielles, chaque pièce teinte la suivante, et on arrive sur ce grand éclat de rire final et cette bouffonnerie finale, alors qu'on commence sur quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intriguée et beaucoup parlé sur cette histoire d'apparition et de disparition des corps. Marie Sorbier, moi j'adhère à tout ce que vous venez de dire, parce qu'en tant que novice de spectateur de ballet, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai partagé beaucoup d'émotions, effectivement, avec mes voisins aussi. Anna Sigalevitch, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet assemblage des 4 pièces ? Est-ce qu'il y en a une parmi les 4 qui vous a marqué le plus ?
Oui, alors moi j'ai plus aimé la première partie de soirée que la deuxième. Bizarrement, enfin la pièce la plus le grand tube de Kilian, c'est Petite Mort, et c'est pas du tout la pièce qui m'a le plus plu, mais on aura le temps d'y revenir. J'ai beaucoup aimé aussi Gods and Dogs, comme Marie l'a dit. Je suis tout à fait, je partage vraiment son sentiment. J'ai aimé ce rapport au contraste, à ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, parce que le ballet commence vraiment dans l'obscurité, et puis ensuite il y a, comme vous le disiez, ce rideau d'argent qui arrive, et avec un décalage aussi entre l'énergie des danseurs, et puis il y a en projection une sorte d'animal, alors Gods and Dogs, donc dogs, mais c'est pas vraiment un chien, c'est plutôt une sorte d'hippopotame chien, on ne sait pas exactement, enfin en tout cas c'est un animal préhistorique, en noir et blanc, presque comme une radio, qui marche avec un pas lent et lourd, complètement en décalage avec l'énergie virevoltante des danseurs. Et vraiment, ça joue tout le temps sur ça. Ça joue aussi sur la façon dont les corps sont bousculés par la musique. Kilian, vous le disiez, c'est en effet un chorégraphe qui est vraiment un lien à la musique très très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lien différent à la musique dans chacune des pièces. C'est pas du tout un système. C'est-à-dire que là, dans le premier ballet, les corps sont bousculés par la musique, parce qu'il y a ce quatuor, le deuxième mouvement du premier quatuor de Beethoven, opus 18, qui est joué, mais qui n'est pas joué dès le départ. Au départ, c'est des cordes. On entend presque comme des riffs de violoncelle, de cordes graves, etc. Avec au centre un homme qui est, je crois que c'est Francesco Mura, qui est immobile, et puis quand la musique de Beethoven arrive, il se met en mouvement. Donc il y a ce travail sur ses corps avec la musique. Dans le deuxième, alors là qui est vraiment passionnant, moi c'est celui que j'ai préféré, c'est Stepping Stones, c'est sur la musique. Donc là on a des miniatures de Webern, des bagatelles et des pièces pour piano préparées. On en a parlé il y a pas longtemps de John Cage. Donc voilà, alors là, ce qui est vraiment, on peut dire que le piano préparé joue merveilleusement, parce que les sonorités différentes du piano et des cordes de Webern, ça offre un terrain de jeu à la chorégraphie, en fait, parce qu'on joue à la fois sur les rythmes, sur les différentes sonorités, et là, les danseurs collent à la musique, parce qu'on peut on peut être en décalé avec la musique. Il y a plein de façons de jouer et d'être musical pour un chorégraphe. Anne-Theresa de Kersmacher, par exemple, jamais elle est collée à la musique. Ce qu'elle chorégraphie, c'est ce que la musique lui procure. Là, c'est pile, et il y a une espèce de joie comme ça à tomber pile sur tel accord. Hop, tout d'un coup, on passe de l'arabesque à l'attitude quand on change de mouvement. Et donc ça, c'est un rapport intéressant à la musique. Pour émettre ma réserve, si je vous permettez, sur Petite Mort, malheureusement, alors ce sont deux tubes revendiqués comme tels par tout le monde, et aussi par Kilian, deux mouvements lents de concerto de Beethoven, d'abord le concerto numéro 23 et ensuite le concerto numéro 21. Alors je dois vous dire une chose, ce ballet a été créé avant le parc de Preljockaj, mais c'est le même mouvement, et les danseurs en tenue 18e, un peu moderne, sur ce mouvement de concerto hyper célèbre enregistré, tout d'un coup, moi, ça m'est apparu comme une tarte à la crème. Je suis désolée, c'est vraiment, j'adore Mozart, et enfin, c'est débile de dire ça. J'adore Mozart. Pardon. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est Mozart que ça vous a pas voilà. plu. Mais de cette façon-là, par l'histoire et par ce qui c'est comme on a vu énormément de chorégraphes sur Arvo Pärt, par exemple. Et là, j'ai eu le sentiment aussi comme ça d'avoir vu, et ça m'a un petit peu gâché mon plaisir. Marie Sorbier, sur ce tube, comme l'appelle Anna, Petite Mort, donc l'extase de l'acte sexuel, les deux morts, la petite c'est l'orgasme, et la grande c'est effectivement celle de la fin de vie. Il nous dit, Kilian, la mort c'est le compagnon le plus fidèle qui nous accompagne tout au long de l'existence, comme disait Mozart. Je suis un peu d'accord avec Anna, moins peut-être sévère que vous, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Moi aussi, j'ai été vraiment marquée par Stepping Stone. Je voulais juste revenir là-dessus avant de vous parler de Petite Mort. C'est que ce qui m'a passionnée dans cette pièce, c'est que pour moi, c'est vraiment une pièce anthropologique. Kilian, il a eu une fascination pendant un moment pour les danses aborigènes. Et il est parti sur l'île de Groote. Alors l'île de Groote, elle est très célèbre parce que c'est une des îles qui est au nord-est de l'Australie, où il y a le plus grand rassemblement de danseurs aborigènes. Et donc, il est allé là-bas, il y avait 500 danseurs, il les a vus danser et il était complètement fasciné par les gestes et les mouvements. Et surtout parce que la danse est là-bas une façon de transmettre
transmettre à son fils, à son petit-fils, un langage, puisque ces tribus aborigènes entre elles ne parlent pas la même langue. Et donc la danse devient le langage unique entre toutes ces tribus. Et il a repris ça, et je trouve que dans cette pièce, en fait, ces figurines dont vous parliez, qui sont des, je sais pas, il peut y avoir des statues préhistoriques ou des masques de Brancusi, enfin on les distingue à peine, hein, c'est des petites statuaires en or qui portent. En fait, à la fois ça encombre le danseur parce qu'il est là, il le porte, il sait pas trop où mettre, et en même temps ça invente toute une chorégraphie, une grammaire. Voilà, ça les oblige. Ouais. Une grammaire chorégraphique qui est assez impressionnante, et je trouve que la contrainte de l'héritage artistique, c'est vraiment le thème de la pièce. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que ça nous sert à quelque chose? Et représenté de façon hyper lisible et hyper claire. Sur Petite Mort, pour revenir à ce que vous voulez, moi j'ai beaucoup aimé une image, ce qui m'a presque suffi dans cette pièce qui dure 18 minutes, c'est le drap du départ, c'est-à-dire, alors c'est vrai, on l'a vu peut-être 1000 fois, mais moi, ça a quand même marché. Il y a un drap au fond de la scène. Les 6 danseurs hommes arrivent, en effet, avec leurs fleurets. Alors bon, c'est vrai que l'analogie est presque trop lisible, là, pour le coup, mais peu importe. L'analogie phallique, je vais le dire. Phallique, oui, tout à fait, et ils arrivent, en fait, le drap qui envahit le plateau permet de découvrir les 6 femmes qui vont donc après devenir les partenaires des 6 hommes. L'image est très belle, je trouve qu'elle marche très bien. Après, c'est vrai que c'est en effet, il y a un petit côté tarte à la crème et tube. Voilà, on le voit, on le sent. Moi, ça m'a pas gênée. J'étais vraiment au spectacle. Et puis comme j'étais vraiment envahie par les 2 premières pièces, j'étais plutôt joyeuse. Et ça m'a allé. J'étais presque plus gênée finalement par la dernière et le côté plus bouffon et plus drôle qui, moi, m'a pas vraiment fait rire ni sourire. Mais voilà. Sur les danseurs, comment est-ce qu'ils réagissent, le ballet de l'Opéra de Paris, à ces chorégraphies, comment est-ce qu'ils ils réagissent aussi à la direction de Yeti Kilian, alors, on peut dire que c'est plutôt fait pour eux. C'est un type de danse qui est fait pour eux parce que c'est du très très beau néoclassique. Il y a un côté, enfin c'est presque le Visconti de la danse, Kilian. C'est-à-dire qu'il y a un goût, tout est beau, les costumes, les lumières, les décors. Enfin c'est voilà. Et donc les danseurs sont mis dans un écrin magnifique. C'est souvent beaucoup sur demi-pointe. À part dans Stepping Stone où là justement l'héritage joue parce que les filles sont sur pointe. Ça joue avec l'héritage de la danse classique aussi. Stepping Stone se termine comme ça. Ils font dans c'est multidirectionnel et ils font vraiment des ports de bras avec première position, seconde, troisième dans différentes directions et une petite révérence. Ce qui on termine souvent les cours de danse comme ça par une petite révérence. Donc c'est un hommage à la danse qui est assumée. C'est un terrain de jeu qui est très bien pour certains moments. Alors moi, quand j'y suis allée dimanche, je dois dire qu'il y a eu un petit problème. Ah. Mais bon, ça arrive. Alors, à la fois, c'est un problème et en même temps, ça montre la qualité de la compagnie. Pour Petite Mort, il y a un danseur qui a eu un problème avec le fleuret. Il a perdu l'équilibre. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est blessé. Et quand la plongée de soie a été déversée, donc en 10 secondes, c'est un autre danseur qui est apparu. Ouais, et alors ça, c'est assez incroyable parce que j'ai demandé à mes voisins de droite et de gauche, j'ai dit mais vous avez bien vu qu'on a changé? Ah ben non, on n'a rien, personne n'a rien vu. Mais il y a beaucoup d'apparitions et de disparitions d'ailleurs dans tous ces ballets. Voilà, donc c'est hyper technique. C'est un langage qui est néoclassique, qui nécessite beaucoup de rigueur et de précision. Le jour où j'y étais, moi, il y a eu quelques petits problèmes. Notamment dans la deuxième partie où je les ai sentis un peu courir après, faire les mouvements, mais pas les incarner réellement, comme j'ai pu voir d'autres ballets de Kilian. Je pense à un premier choc quand j'étais petite d'Aurélie Dupont danser Bella Figura, ce genre de choses où ce qui était très très beau, c'est qu'il y avait cette virtuosité, mais il y avait aussi le relâché. Dans Petite Mort, il y avait quand même, je les ai sentis un peu tendus à courir derrière la virtuosité nécessaire avec toute cette grammaire et pas complètement libre, avec aussi des étoiles pas si mises en valeur que ça. Par exemple, Léonore Bollac dans Petite Mort, on la voit à peine, et Hugo Marchand, on le voit pas tant que ça non plus. C'est un danseur. Il y a un duo Anna O'Neill, Hugo Marchand qui est beau, mais un peu frustré de ne pas voir plus. En fait, ils sont pas très individualisés, les danseurs. C'est-à-dire que pour ceux qui les connaissent, on peut éventuellement les repérer, mais pour le reste et la majorité de la salle, en fait, on voit un corps de ballet. Ils sont pas mis en avant en tant qu'individualité de danseurs. Vous disiez néoclassique, c'est vrai, mais moi j'ai aussi vu plein de références à plein d'autres danses beaucoup plus contemporaines. Je trouve qu'il y a du Martha Graham dans certaines pièces. Il y a un héritage de danse folklorique. De tribal aussi. De tribal, exactement. Donc c'est quand même une danse extrêmement variée et belle de cette variété-là. Et toujours moderne. Donc, très voire contemporaine. Yeti Kilian jusqu'au 31 décembre, c'est à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau
Géraldine Mosna-Savoie. Nous parlons de théâtre à présent avec une journée particulière, pièce adaptée du film d'Ettore Scola et mise en scène par Lille au bord avec Laetitia Casta et Roche Dizem. Tous, ils y vont tous. Je crois bien qu'ici, la concierge et moi, nous restons seuls. Toutes mes excuses. Rosemonda m'a échappé. C'est un ménage et un petit perroquet. J'étais sur le point de faire une bêtise et l'arrivée d'une femme qui habite juste en face m'a sauvé. Vous voulez bien m'offrir un café? Asseyez-vous donc, là. La cuisine, ce n'est pas un endroit pour les hommes. Ah, moi j'aime être à la cuisine. C'est plus chaleureux, il y a plus d'intimité. Et puis, j'y suis habitué, je suis célibataire. C'est une journée particulière que raconte cette pièce. Nous sommes à Rome le 6 mai 1938. Hitler rend visite à Mussolini. Le pays est en fête. Tout le monde descend dans la rue pour l'occasion. Tout le monde sauf Antonietta, jouée par Laetitia Casta, et Gabriele, campée par Roche Dizem, qui sont donc restés prisonniers en quelque sorte de leur appartement. La première s'occupe du ménage, de la cuisine pour son mari fasciste et leurs enfants. Le second, journaliste radio homosexuel licencié pour cette raison, est assigné à domicile et attend d'être déporté. Cette journée particulière adaptée du film éponyme d'Ettore Scola, c'est donc celle de leur rencontre, quand deux étrangers, quand deux solitudes trouvent en l'autre une oreille attentive. Anna Sigalevitch, qu'en avez-vous pensé ? J'ai pas été très emballée par cette proposition. J'étais très contente d'aller voir Laetitia Casta et Roche Dizem, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup, dont j'aime la sensibilité, qui ont en scène deux très belles présences. Mais j'ai été vraiment gênée par la façon dont ils sont mis en scène et ce que proposent. Alors il y a une première chose que je ne comprends pas, c'est le décor. Parce que le décor est censé quand même, enfin ça joue, surtout là. On est dans un huis clos quasiment. On est dans un huis clos. Et alors sur le plateau du théâtre de l'Atelier, il y a comme une boîte qui représente au début la cuisine d'Antonietta, donc avec une table, une cuisinière modeste. On comprend que voilà qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, que c'est un couple modeste. On entend les enfants dans une bande son comme ça en hors champ. Et ensuite, donc, alors on se dit bon, qu'est-ce que c'est en fait que cette boîte ? Pourquoi nous montrer ça ? Ah, c'est un studio de cinéma. Peut-être que c'est un hommage, un clin d'œil au film. Bon, mais on voit l'artifice du coup. Donc on voit cette boîte sur ce plateau. On n'en sort jamais. Et alors, deuxième chose qui me paraît peut-être encore plus problématique, c'est que cette boîte, elle tourne. Donc c'est fait sur tournette et on a un moment elle, un moment lui, par moment ensemble, etc. Et alors là, je ne comprends pas, parce que l'intérêt du théâtre, c'est de pouvoir voir le hors-champ. Cette pièce, elle met en scène deux solitudes. Lille au bord le dit, c'est deux solitudes, et on doit voir le temps qui passe. Par rapport au film, justement, l'intérêt, ce serait qu'on les voit vivre tous les deux, quand l'un fait quelque chose, l'autre attend, etc. Et alors là, ça tourne. Donc, pour moi, c'est un premier contresens qui est quand même vraiment regrettable. Voilà. Et je n'ai pas été totalement convaincue non plus par la direction d'acteurs où je les ai pas sentis libres, ni l'un ni l'autre. C'est pas qu'ils sont pas bien, mais que bon, j'attendais autre chose. Quoi. Plus d'attente, effectivement, sur le jeu aussi. Marie Sorbier, vous êtes du même avis sur la mise en scène d'abord et le contresens que soulignait Anna. Oui, alors moi non plus, ça m'a vraiment pas convaincue et je me suis demandé en fait pendant toute la pièce pourquoi adapter ce film au théâtre. Quand on fait une adaptation, normalement un metteur en scène ou une metteuse en scène a une idée, un point de vue, une nouvelle lecture, que sais-je, mais quelque chose à dire de plus que le film. Alors au début je me suis dit en fait peut-être qu'elle a repéré les unités classiques du théâtre, unités de temps, de lieu et d'action, et que du coup elle a voulu mettre ça sur un plateau. Et en revoyant le film, après avoir vu cette pièce, en fait, ce qui m'a troublée, c'est que je trouve que c'est un contresens terrible. Parce que dans le film, tout l'intérêt, c'est ce qui est justement ce que vous disiez hors champ. C'est-à-dire, c'est ce qu'on entend. Il y a une BO incroyable où on entend ces défilés fascistes derrière, on entend les cris pour Mussolini, pour Hitler, enfin on entend tout ça. Or, ce qui se passe dans la maison, tout est dans les interstices, tout est dans ce qui n'est pas dit, ce qui se passe entre eux, mais en fait, il ne se passe rien, globalement. Et ce qui est très beau, c'est ça, c'est ce hors-champ non dit. En le mettant sur un plateau et en recentrant tout sur la rencontre des deux personnages, il ne reste que ce qui ne se passe pas, c'est-à-dire rien. Et donc, elle vide, en fait, ce qui était beau dans le film de sa substance. Le théâtre est vraiment à contre-emploi total dans cette mise en scène. Je pense que c'est une erreur de départ d'avoir voulu mettre sur le plateau ce film-là. Et deuxième chose, en revoyant le film juste après, je me suis aperçue à quel point la metteuse en scène a
collé vraiment au film, mais à des détails près. Par exemple, cette fameuse scène de la terrasse. Ils sont chacun dans leur appartement, puis à un moment donné, ils montent sur cette terrasse où il y a des draps étendus. C'est un peu l'acmé du film. C'est là où ils vont se rejoindre et se toucher pour la première fois. Le film, elle a vraiment mis sa mise en scène exactement avec les mêmes linges au même endroit, les mains quand ils se touchent pour la première fois exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune élévation, il n'y a aucune proposition de cette metteuse en scène et on est juste dans une pâle copie du film. Alors c'est pas évident effectivement de comparer aussi les acteurs et les comédiens puisque Sophia Loren, Marcello Mastroianni évidemment dans le film en 1977, il faut pas y aller non plus en ayant trop ça en tête, Anna Sigalovic. Alors moi j'ai volontairement pas revu le film avant comme Marie, mais après je l'ai pas trouvé. J'ai voulu le revoir, mais il est très difficile à trouver en fait en VOD, on le trouve pas bon. Donc je n'ai pas revu le film. Marie vous dira où elle l'a trouvé. C'est ça. Je l'avais vu il y a longtemps, donc j'en avais un souvenir vague quelque part, tant mieux. C'était une bonne idée, Roche disait, mais et Laetitia Casta parce que je trouve que elle a quelque chose de Sophia Loren, une espèce de sensualité en même temps de simplicité, et lui aussi. En tout cas, c'est des acteurs qui sont tous les deux très physiques, et donc de les voir au théâtre, même dans la rencontre entre eux, dans la façon dont ils se touchent, dont ils se parlent, chacun est un peu dans son couloir, quoi, finalement. Après, c'est pas vraiment des comédiens de théâtre, on les connaît comme des acteurs, ça change aussi des choses. Laetitia Casta, elle a quand même fait pas mal de théâtre. Moi, je l'ai vue, c'est la 3e fois que je la vois au théâtre. Oui, Roche Dizem aussi, il était déjà sur les planches, on l'a vu déjà. Ils ont pratiqué le plateau. Pour le coup, je le vois, Roche Dizem, mais même dans la voix, on a l'impression que elle prend une voix grave de théâtre et que lui est pour le coup complètement dans la gorge. Enfin, ça respire pas, ça vit pas, et du coup, on dirait, enfin comme vous le disiez, Marie, une pâle copie complètement collée et qui ne. Le propos, il voulait monter cette pièce pour que ça résonne aujourd'hui, etc. Mais ça pas du tout. On reste complètement extérieur en fait. Une journée particulière d'Ettore Scola, donc mise en scène par Lilo Bor, c'est avec Laetitia Casta et Roche Dizem jusqu'au 31 décembre au Théâtre de l'Atelier à Paris, et puis ensuite ce sera en tournée en janvier à Nice, Château-Vallon, Aix-en-Provence et en février à Épernay. On termine ce débat critique avec vos coups de cœur et on commence par le vôtre, Anna Sigalovic, Maîtres anciens de Thomas Bernhard. C'est un spectacle de et avec Nicolas Bouchot. Absolument, mis en scène par Éric Didry. Alors c'est leur compagnonnage avec Éric Didry et Véronique Timsit. Plusieurs spectacles depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, où Nicolas Bouchot est à la fois acteur et créateur. Donc ce sont vraiment des projets qui sont très incarnés. Il n'est pas simple interprète. Ce sont des spectacles particuliers parce que la plupart du temps, il est seul en scène, sauf dans le dernier où il y a Frédéric Noy, mais normalement, il est seul en scène. Il s'adresse directement au public. Le public même est parfois pris à témoin et participe. Donc là, en l'occurrence, ce texte de Thomas Bernhard, c'est un texte publié, son avant-dernier roman, publié en 85, qui met en scène 3 personnages que Bouchot incarne seul. Donc il incarne le critique musical Reger, qui s'adresse à un philosophe qui est en face de lui, là c'est le public, et il déblatère sur l'art officiel. On est dans un musée à Vienne, face à un Tintoret, et il déblatère sur l'art officiel. C'est un spectacle qui, à la fois, c'est un texte qui dénonce l'art officiel, qui prône l'indépendance d'esprit, et qui dézingue les maîtres anciens, mais les dézinguer pour pouvoir mieux y revenir. Nicolas Bouchot est franchement exceptionnel, parce que il est complètement bernardien dans sa façon d'érupter, d'être très 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 incarné, avec une intelligence. Enfin, c'est un spectacle qui est stimulant, qui rend aussi les spectateurs, je trouve, intelligents. On se sent complètement galvanisé en sortant de là. Et là, pour le coup, la forme et le fond, on interroge comment on adapte un texte, comment on le donne à entendre aujourd'hui, comment on le rend vivant. C'est surtout ça, et c'est très très beau. Maîtres anciens de Thomas Bernhard, c'est un spectacle de et avec Nicolas Bouchot, mise en scène Éric Driddy. C'est jusqu'à samedi, jusqu'au 23 décembre au Théâtre 14 à Paris, avec le Festival d'automne, bien sûr. Et puis du 10 au 12 janvier, ce sera au Théâtre des 13 Vents à Montpellier. Marie Sorbier, c'est votre tour, et vous allez nous parler de Gisèle de François Gremaud. Oui, d'abord, je veux dire que je partage le coup de cœur d'Anna. Voilà. C'est autorisé. Vive Nicolas Bouchot. Et puis, oui, alors François Gremaud, c'est un metteur en scène suisse, metteur en scène et auteur, qui vient de finir une trilogie d'héroïnes classiques. Donc, il y a eu Phèdre, point d'exclamation, Gisèle, dont je vais vous parler aujourd'hui, point de suspension, et Carmen,
Point. Carmen, c'était avec Rosemary Stanley. Et Gisèle, eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'histoire du ballet romantique par excellence, le ballet Gisèle. Et c'est un seul en scène. Alors, il n'y a rien. Plateau vide. Samantha Van Vissen, qui est une ancienne danseuse de Anna Teresa de Keersmaker, par exemple, qui aujourd'hui a une 50aine d'années et qui vient sur scène nous raconter ce ballet. Alors comme ça peut paraître un peu didactique. Ça peut l'être les 5 premières minutes. On dit, tiens, c'est encore une pièce conférence qui va nous raconter comment ça se passe la vie. Mais en fait, c'est là le grand talent de François Gremaud. C'est que d'abord, c'est quelqu'un de très drôle. Et donc, dès qu'il met en scène quelque chose, eh bien, vous riez pendant 2 heures. Vous apprenez tout sur ce ballet romantique écrit par Théophile Gautier, les potins dans la salle le jour de la première, l'histoire qui est quand même un peu marrante, l'histoire de Gisèle, enfin un peu étonnante, un peu surnaturelle, les pas des danseurs, c'est aussi très technique. Et de voir cette femme, cette danseuse qui interprète ce rôle et la paraphrase de Gisèle et qui danse des passages avec son corps de danseuse de 50 ans, alors que c'est quand même des danses très techniques, hein, Gisèle, c'est un ballet compliqué. S'ensuit non seulement de l'humour, beaucoup d'humilité, mais aussi une émotion qui vous saisit à la fin. Vous la voyez pas venir, là, l'émotion. Et en fait, les 10 dernières minutes, ça vous chope. Je vous assure que toute la salle est complètement prise sur ce spectacle qui est à la fois très simple et qui est une grande réussite. Moi, je voudrais dire que je partage le coup de cœur de Marie. C'est ça aussi, les Midis de Culture, c'est le partage. Merci à toutes les deux. Je rappelle donc Gisèle de François Gremaud. C'est en tournée du 26 au 31 décembre la semaine prochaine, donc au Théâtre des Célestins à Lyon. Puis à Figeac, Toulouse, Orléans, Angers notamment. On vous met évidemment toutes les références, toutes les dates sur le site de l'émission, sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à toutes les deux. Anna Sigalevitch. Merci à vous, Marie Sorbier, qu'on retrouve évidemment pour le grand tour tous les soirs de la semaine à 19h50 sur France Culture. Cette table critique et toutes les autres sont en réécoute sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.